Salut, c'est Thomas Rozek. Nos ciné a besoin de votre soutien. C'est les derniers jours de la campagne de crowdfunding de notre réseau de podcast Binge Audio. Ça se passe sur Ulule, ulule.fr/binge-audio. Plein de contreparties super à partir de 5 €. Ça nous permettra de rester longtemps en votre compagnie. Alors on compte sur vous. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui change d'écran pour une petite session télé. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait une émission complète sur une série du moment. Et vu que dans les salles c'est un peu morne pleine en ce moment, c'est doublement l'occasion de prendre un peu le temps pour causer de Trollhunters, chasseur de trolls en VF, la série animée de Netflix et DreamWorks, créée par rien de moins que monsieur Guillermo del Toro soi-même. Pour en discuter sont réunis autour de la table 3 fiers défenseurs de la cause trollesque. Rafik Djoumi, salut Rafik. Salut. Stéphane Moïsakis, salut Steph. Salut Thomas. Et Charline Roux, salut Charline. Salut. Et je salue également le public réuni ici à l'antenne Paris. C'est Nos Ciné, épisode 67 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Trollhunters, c'est donc l'histoire de Jim, un ado qui d'un coup d'un seul se retrouve embarqué dans une guerre millénaire qui agite sous ses pieds un mystérieux monde souterrain qu'il découvre par la même occasion et dont il devient le défenseur en recevant le titre de Trollhunter, premier humain à en porter la charge, ce qui ne va pas aller sans quelques heures. Au contraire, c'est très résumé, mais il y a 26 épisodes et il se passe tout plein de trucs. L'idée originelle est de Del Toro qui signe le double épisode d'ouverture et au casting vocal, on retrouve le défunt Anton Yelchin dans le rôle principal, avec à ses côtés les vétérans Jonathan Hyde et Kelsey Grammer et le redoutable Ron Perlman qui prête sa voix au terrible Bullard. Tu ne pourras pas m'échapper, chasseur de trolls. Fais ton pire. Alors Trollhunters c'est dispo depuis environ un mois, on en a très peu parlé, assez bizarrement parce que c'est tout à fait chouette, pour les petits comme pour les grands, en tout cas à mon goût. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table, Charline? Moi, je vais être beaucoup plus péremptoire que toi. C'est Oui. possiblement la meilleure série Netflix que j'ai vue depuis que j'ai pris mon abonnement. Je trouve ça d'une beauté visuelle absolument époustouflante. Et alors, ce qui me plaît beaucoup dans cette série, c'est que il y a à la fois un mélange d'épique, de personnages un peu de type super-héros, tout ça mélangé avec cette phase de transition absolument atroce qu'on appelle l'adolescence. Et j'adore quand les deux sont mélangés, en fait. Je trouve que le changement que subit ce garçon, à la fois dans sa vie professionnelle, puisqu'il devient chasseur de trolls, et sa vie d'ado, est hyper bien rendu. Il y a possiblement le meilleur sidekick qu'on ait vu dans un buddy movie depuis très longtemps, la personne de Tubbs, qui est donc son petit copain un peu replay et très drôle. C'est en plus sur la biographie des personnages dans un dessin animé hyper ambitieux, hyper fouillé, c'est hyper recherché. Enfin, il y a une vraie. Les personnages ont un vrai passé, on le voit dans la série. Enfin, moi, je suis absolument conquise par cette série et c'est peut-être anecdotique, mais c'est la première fois que je regarde une série avec mon enfant, en fait. Donc le principe de binge-watching avec enfant devient un truc nouveau. Et c'est aussi la première fois qu'en la mettant couchée, je me dis je vais continuer à regarder sans elle quand même. Hein. Bon, voilà. C'était les conseils parentaux de Charline Roux. Rafik. Oui, sans surprise, je pense que ce qui m'a amené à découvrir cette série, c'est un goût assez prononcé pour l'œuvre du Mexicain qui se cache derrière. Bah oui. C'est vachement étonnant. Ça, c'est super. C'est fou, hein. Je l'avais pas vu venir. Mais c'est une façon de consommer la série, puisque ce projet-là, en fait, il commence à dater. On le voyait régulièrement dans les fiches de Guillermo depuis, je vais pas dire de bêtises, mais de plus de 10 ans même. Il avait écrit le bouquin aussi, dont on avait déduit que finalement le truc se ferait pas, parce qu'au départ on pensait que c'était un film, que ça se ferait pas et qu'il en aurait fait un bouquin, mais en fait non, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2006 il a lui-même fait la demande à Jeffrey Katzenberg de pouvoir se joindre à eux sur DreamWorks. Il avait déjà dans l'optique de bosser sur de l'animation et il a très clairement collaboré à des projets DreamWorks et déterminé des chartes graphiques, etc. Qu'il s'agisse de Les 5 légendes, qui est le plus évident, mais aussi Le Chapeauté, Kung Fu Panda 2, etc. Le Chapeauté d'ailleurs, la personne qui a chapeauté, oui, si on peut dire, toute la série, se retrouve à bosser sur Trollhunters, voilà, un des meneurs du projet. C'est une production DreamWorks, Trollhunters. Oui. Et donc du coup, effectivement, ça le préparait à prendre en charge cette série que lui-même a dit est un hommage aux séries que lui-même consommait enfant à la télé, qui était à l'époque des trucs à la Hanna-Barbera, des Johnny Quest, ce genre de choses-là. Ce qu'il voulait retrouver, c'était, dit-il, cette approche totalement dénuée
d'ironie et de postmodernisme. Il y a quand même un chouïa, quelques petites notes d'ironie, parce qu'on vit dans un siècle qui le nécessite dans la série. Ironique, oui. Mais effectivement, ce qui est rafraîchissant, c'est de voir ce premier degré assumé. Et les épisodes sont réalisés. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas encore fini la saison, mais ceux que j'ai vus sont réalisés par Guillermo. Et c'est un plaisir de revoir plein d'éléments qui ont émaillé sa filmographie là-dedans. Ça démarre sur un combat de trolls qui pourrait être clairement sorti du final de Blade 2 dans la chorégraphie. On a des évocations d'Hellboy lorsqu'on découvre le monde des trolls, qui est cette espèce de grande place de marché. Voilà. Enfin, il y a des tas de choses qui nous renvoient à sa filmo. Et surtout ce rapport frontal au récit qu'on retrouvait déjà dans Pacific Rim, qui est pas au goût de tout le monde, hein, dans un siècle encore une fois assez postmoderne et cynique. Moi, ça me fait plaisir de retrouver ce premier degré, quoi. Ce qui est assez intéressant autour de ce projet, c'est une chose qu'on lui a sorti à Guillermo del Toro. Je l'ai lu dans plusieurs interviews. On disait mais pourquoi un projet d'animation comme ça? Il dit qu'on le cantonne encore à plein, on va dire, on a beaucoup d'a priori sur son cinéma et sur ses goûts. Et lui s'étonne encore de voir que justement certains journalistes sont interrogatifs de le voir sur un tel projet. Oui, mais il reste catalogué comme ce réalisateur gothique, sévère, latin, comme si effectivement le gars n'avait pas fait Pacific Rim. Donc on se débarrasse pas si facilement de son enveloppe. Stéphane, tout l'aspect de la carrière de Guillermo del Toro, c'est joué, en tout cas, ce qu'il est devenu aujourd'hui, après la façon dont il s'est fait réapproprier Mimic. Et c'est joué sur l'aspect bicéphale, en fait, c'est-à-dire L'échine du diable et Blade 2, c'est-à-dire même ses propres amis, en fait, l'appellent pour lui dire comment est-ce que tu as pu faire un film. En l'occurrence, c'est Inarritu qui l'appelle et qui lui dit, le réalisateur de The Revenant, à l'époque où il était pas encore, il venait juste faire L'amour chienne, qui l'appelle et qui lui dit écoute, j'ai vu L'échine du diable, c'est magnifique, j'ai vu Blade 2, c'est une merde. Comment est-ce que tu es capable de passer de l'un à l'autre comme ça? Et il dit c'est moi, c'est la même personne, quoi. C'est-à-dire, moi, je lui avais posé la question, je lui ai dit, ça vous fait pas chier quand votre ami vous dit carrément ça? Il dit, non, ça me dérange pas. Mais voilà, lui, il fait ses films, moi, je fais les miens, et j'aborde. Il aime les deux choses, en fait, il les aime de manière égale. Et c'est ce qui est assez intéressant dans Trollhunters, parce que c'est un peu plus, je trouve, même que des scénettes, en fait, qui émaillent, en fait, qui viennent de sa filmographie. C'est vraiment une manière de fonctionner. C'est la façon dont le merveilleux, en fait, côtoie le quotidien voilà. Moi j'ai un petit bémol un peu sur la série qui est juste l'aspect quotidien, justement, vraiment, que je trouve un peu trop DreamWorksien, justement, c'est-à-dire les Jones avec leur téléphone portable, leur skateboard, leur vélo, enfin voilà, que je trouve un poil caricatural, mais sans comment dire, c'est pas très problématique, mais je trouve ça dommage parce que on a l'impression que c'est une habitude, en fait, qui vient du studio plus que de Del Toro, à proprement parler. Je le trouve plus fin en général sur ce genre de choses. Les figures un peu obligées, je trouve qu'il les retourne quand même pas mal. Enfin, le simple fait que le héros, qui est issu d'une famille monoparentale, nous est présenté au début comme s'occupant de sa mère, à un point tel qu'elle lui dit c'est à moi normalement de m'occuper de toi et pas l'inverse. Et donc nous, en tant que spectateurs, conditionnés de se dire ah bah oui, finalement c'est un gamin très responsable, pour découvrir en fait que le principe du récit, ça va être de le responsabiliser. C'est-à-dire qu'en fait, aux yeux des narrateurs, le fait de s'occuper de sa mère comme il le fait ne fait pas de lui un adulte. C'est pas par là que ça va passer. Donc pour moi, ça retourne doucement. Oui. C'est-à-dire, ça met un peu de temps à démarrer pour moi dans le truc, mais ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment la force de la série, c'est-à-dire de super bien gérer la péripétie du passage de fin d'enfance, début d'adolescence à un truc plus adulte et plus responsable. Je trouve que c'est vraiment extrêmement bien réussi. Et je trouve que c'est pas non plus tout le temps que dans ce genre de format, on voit des gamins aux histoires aussi compliquées quand même, quoi. Le héros, famille monoparentale, avec une histoire compliquée. Le sidekick qui vit quand même avec sa mamie. Ça, c'est assez récurrent, mais effectivement, c'est assez récurrent, mais on est conditionné à un traitement. Et régulièrement, il retourne, mais jamais violemment. Mais il y a toujours des petits trucs. Ouais, je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la série, mais le bad guy, la façon avec laquelle nous nous a amené, c'est vraiment le personnage de confiance d'une série habituelle, qui lorsqu'il révèle être le bad guy, il continue à se comporter très bien comme un personnage de confiance, etc. À un point tel où on se dit mais attends, alors qu'il nous a été révélé comme étant le bad guy,
Il l'est vraiment. Et je trouve que aussi le traitement du monde de l'école est vachement bien dans ce cadre-là, enfin, avec un mélange à la fois de réalité et de monde alternatif, mais la réalité de l'école est rendue de manière assez intelligente, moi, je trouve. Oui, alors la série, en tout cas, pour elle, et ça, moi, je suis pas encore allé vraiment assez loin pour voir être sorti de ce qui me pose problème sur ces points-là. Mais la série a pour elle en fait de se suivre. En fait, tous les épisodes se suivent dans la façon dont le personnage va justement amener à faire son parcours du héros, quoi. Donc du coup là-dessus, je pense qu'on peut aussi lui faire confiance pour apporter. Il y a déjà, par exemple, au début, il y a l'idée que quand il est chez les trolls, on lui fait son rite initiatique avec le premier combat, qu'il rate complètement, mais qui va réussir du coup dans la réalité. Il y a la façon dont les deux univers se teintent. Et ça se retourne contre lui. C'est-à-dire qu'on termine sur une victoire dans sa vie réelle, et l'épisode suivant, son love interest, donc lui renvoie ça à la gueule. Ce qui pour nous était une victoire n'en est pas une du tout, tu vois. Donc moi je pense que vraiment, je trouve que déjà là, il faut peut-être spécifier que la narration est quand même assez dense. Il se passe beaucoup de choses. Pour ce genre de série, hein, et pas des petites péripéties, des choses qui retournent complètement le principe. Il y a une série qui marche énormément ces 3 dernières années, et à mon avis, Netflix a lancé Trollhunters un petit peu pour gratter, on va dire, ses parts de marché. C'est la série Slugterra, qui est pas mal suivie par les mômes, qui fait l'objet d'un énorme merchandising et qui se passe aussi dans les mondes souterrains, en fait, avec aussi des trolls, et qui est pas trop mal raconté. Enfin, c'est beaucoup de Joseph Campbell assisté au niveau écriture, avec pareil un enfant qui a perdu son père, etc., d'une famille monoparentale et tout, et qui va se découvrir un destin, etc. J'ai pas l'impression, quand je vois mon gamin regarder Slugterra, que les épisodes aillent aussi vite en termes de narration et de retournement de situation successifs. On te crée des attentes, on joue un peu avec les attentes que tu as de spectateurs lambda de série. On va dans cette direction-là. Et puis au moment le plus inopportun, il y a un tout petit retournement. Moi, le coup de sa copine qui lui dit péter la gueule à quelqu'un, c'est pas une victoire, ça m'a scotché. Enfin, c'était un truc qui était acquis, genre ça a été sa victoire. Non, que dalle. Et puis il y a des scènes extrêmement impressionnantes, moi je trouve. Enfin, même en tant qu'adulte, il y a la scène alors je spoile pas, mais de l'envahissement d'une maison par des goblins, si mon vocabulaire est le bon. C'est quand même à la fois extrêmement bien fait et même pour un cartoon, hyper oppressant, quoi. Ça marche sur les petits comme sur les grands, en fait. Je trouve ça ambitieux à tous les niveaux. Il y a beaucoup de parallèles, à la fois visuels, je trouve, et thématiques avec les 5 légendes. Je pense que vraiment, les gens qui ont vu au cinéma les 5 légendes pourront sans problème rentrer dans Trollhunters. Il y a un esprit qui a vraiment été conservé. Alors moi, j'ai pas vu les 5 légendes, parce que je sais. Non, mais tous mes amis m'ont toute honte vue. En fait, je crois que j'ai vu trop de DreamWorks au bout d'un moment, et du coup, je rechigne un peu, même malgré le fait qu'il y ait le nom de Guillermo del Toro au générique, et surtout sur les 5 légendes plus que sur le Chapeauté ou sur d'autres. Oui. Je traîne la patte pour le voir. Je le verrai, évidemment, j'ai le Blu-ray quelque part là, qui traîne, mais j'avoue que je suis pas encore lancé dedans, quoi. Par contre, ce qu'il faut vraiment aussi dire, c'est que t'as un travail sur le design, en fait, qui est très, moi je trouve assez magnifique, et qui vend pour le coup beaucoup la série à mes yeux, quoi. C'est-à-dire que par exemple le troll, le sidekick du troll qui vient le voir et qui vient lui apprendre les choses, j'ai oublié son nom là. Moi je trouve, j'adore ce genre de personnage, juste gargantuesque, et qui mange et qui est juste là pour voilà. Et je trouve que c'est très réussi. Après, tu parlais de merchandising et tout ça, et je sais pas, ça serait intéressant de savoir si une série comme Netflix, ça fonctionne justement sur ces logiques là, parce que pour l'instant, même avec des très gros films l'exemple que je citais, Slugterra, a vraiment été conçu autour de ce merchandising, puisqu'il y a tout à l'ancienne. Surtout ça marche, hein. Je suis en tant que parent, mon portefeuille on sait quelque chose, parce que j'en achète des slugs pour le petit bonhomme. Mais non, là, tu sens qu'il n'y a pas un plan merchandising derrière. C'est vraiment un univers qui a été. Non, mais même pour des grosses séries, justement, comme Stranger Things, des trucs là qui sont pas des séries animées, mais qui pourraient générer peut-être quelque chose, en fait, des figurines ou quelque chose, des t-shirts, des vélos. Mais il y a pas, pour l'instant, il y a rien eu, en fait. Donc, à part un vinyle pour par-ci par-là, quoi, un truc comme ça, quoi.
Et juste, moi, j'aime assez aussi dans la série la symétrie entre les deux mondes, en fait. C'est-à-dire que le héros a un sidekick, son équivalent troll, enfin son formateur troll a un sidekick. Le personnage du gentil, peut-être méchant, celui qui a chez les trolls, c'est l'inverse. Mais en fait, tout est assez symétrique et je trouve que tout ça fonctionne hyper bien ensemble, en fait. Un mot à rajouter ? Non ? Vous avez tout dit ? C'est bien, c'est vrai, c'est super, regardez. C'est bien, regardez-le. Voilà, puis si vous appréciez le cinéma de Guillermo del Toro, on s'y retrouve assez bien. C'est vraiment dans la continuité de beaucoup de choses qu'il nous a déjà proposées. Pour terminer, avant de se quitter, les amis, on va prendre quelques instants pour les habituelles recommandations. On peut rester dans le domaine de l'animation. On a quand même déjà bien couvert par le passé, n'est-ce pas, Rafik, la filmo de Guillermo del Toro, mais c'est autorisé quand même, je vous rassure. Stéphane, tiens, tu commences. Effectivement, tu parlais de Hellboy, et moi c'est Hellboy 2, parce qu'il y a un rapport au conte de fées qui est évident dans le film. On se retrouve vraiment ça. Et j'ai l'impression que c'est un film qui est un peu moins apprécié que le premier, pour des raisons, je sais pas, ça me paraît un peu étrange, parce qu'il est assez différent du premier dans l'absolu. Et il y a des rapports un peu, effectivement, similaires. Notamment par exemple, ce fameux marché où on a vraiment l'impression d'être dans Hellboy 2. T'as aussi cette façon de détourner un petit peu les attentions, c'est-à-dire que par exemple comme dans celui-là là, t'as des petits lutins qui sont un peu maléfiques en fait, qui apparaissent comme ça, comme t'as les fées un peu maléfiques dans Hellboy 2, ce genre de choses quoi. Et effectivement il y a ce rapport entre la ville classique et le monde souterrain merveilleux, avec le même souci du design très propre, très comment dire, enfin très pouillé, très poussé en fait, voilà. Donc Hellboy 2, en tout cas à revoir, parce que je pense que les gens qui écoutent cette émission ont dû le voir. Mais, oui, j'espère pour eux quand même. Mais bon, c'est toujours bien de le revoir. Rafik. Outre le fait de recommander à mon collègue Stéphane de voir Les 5 légendes, il serait temps. Chaudement. Je parlais du Chapeauté, que je ne vais pas le recommander en tant que bon film, mais en tant que curiosité, puisque c'est vraiment un projet malade qui est tiraillé entre deux extrêmes, puisque c'est d'un côté, bien sûr, un spin-off de Shrek, qui est probablement le pire dessin animé de toute l'histoire du cinéma, enfin de Shrek 2, et qui conserve une partie de cet esprit décadent là je l'entends en tant que vieux moralisateur de Shrek 2, complètement happé par un univers païen mexicain, qui est donc celui de Del Toro. Et la conjonction des deux donne vraiment un objet bizarre. Oui, c'est bizarre. Bizarre, voire même par moments gênant dans son déséquilibre, où on a des choses extrêmement inquiétantes avec ce personnage d'œuf là. Tu l'as vu, oui, voilà, tout à fait. Voilà. Et on passe, c'est comme si on passait, je sais pas, d'un Jean-Marie Poiré à du Jodorowsky. Enfin, il y a un truc vraiment... vision infernale. C'est très très dur ce que tu nous fais, Rafik. Et Charline, tiens, pour finir. Alors, sans comparer du tout avec Trollhunter, moi, il y a un dessin animé que j'aime beaucoup, en fait. C'est Shrek 2. Voilà, tu l'as dit, c'est bon. C'est ça, le truc horrible, comment terminer l'émission. Non, pas du tout. Entre autres, pour certaines des raisons pour lesquelles j'aime Trollhunter, pour le côté comment devenir un héros et ce passage, un peu teen movie, un peu comment on devient un adulte. Je confesse un vrai amour pour How to Train Your Dragon, et le 1 et le 2, je trouve ça à la fois extrêmement tendre, bien réalisé, et j'ai retrouvé un peu de ça dans Trollhunter aussi. Tout à fait, oui. Voilà. Mais d'ailleurs, il faudrait vérifier si Guillermo n'était pas aussi sur Dragon. Mais il est partout, Guillermo. Il est partout, Rafik. Partout, c'est bien. Partout, c'est bien. Ça, c'est vrai. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules à la technique. Merci au public qui a fait le déplacement ici à l'antenne Paris. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Et puisqu'on en parle, sachez que votre aide est la bienvenue pour nous permettre de continuer notre belle aventure. Ça se passe sur la plateforme de crowdfunding Ulule, oui c'est ça, ulule.fr/binge-audio. On a besoin de votre soutien, ça s'arrête le 20 janvier, c'est vraiment la dernière ligne droite, il y a plein de super goodies en plus, donc c'est tout bénef. N'hésitez pas non plus à noter favorablement si possible ce merveilleux podcast sur iTunes, ça ne peut que lui faire du bien. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite. Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun. My lady jump.